La motivation, c'est une ressource formidable, mais c'est une ressource éphémère. Ça veut dire que tu vas avoir des boosts de motivation en regardant une vidéo, en regardant un film, en écoutant un podcast, mais tu peux pas rouler que avec la motivation sur le long terme. Donc, il faut de la motivation et après, il faut mettre en place une discipline. Tu peux pas fuir toute ta vie. Si tu veux pas de responsabilité, bah, il se passera rien, quoi. Tu auras une vie médiocre. Donc, à un moment, tu prends le niveau de responsabilité Yes. que tu estimes être le tien et tu vas jusqu'au bout. Il y a des gens qui planifient rien, qui pensent rien, qui vivent toute leur vie sans rien prévoir et malheureusement, bah, en fait, bah, il y en a d'autres qui se chargent de prévoir pour eux. Quelle heure est-il? Bien entendu, l'heure de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Vous êtes sur le podcast de Bye Bye Patron. Une fois n'est pas coutume. Vous êtes le 8 mai, jour férié pour certains, ou alors vous écoutez peut-être beaucoup plus tard. Mais quoi qu'il arrive, jour férié ou non, vous avez un épisode qui sort. Et aujourd'hui, on va parler de discipline militaire avec Angus Barbey. Angus, il m'a contacté. En fait, j'ai été, voilà, il faut, en toute modestie, si vous me suivez depuis longtemps sur le podcast, j'ai écrit 2 livres qui sont disponibles sur Amazon. Vous tapez Bye Bye Patron et j'en avais parlé dans un épisode de podcast et Angus, il s'est dit, bah, si lui, il a écrit 2 livres, pourquoi est-ce que moi, j'en écrirais pas? Et donc, Angus, il a écrit son livre qui s'appelle Full Metal Mindset. Donc, vous en doutez, on parle de mindset, on parle de motivation et discipline avec les leçons qu'on peut tirer de l'esprit militaire pour l'appliquer à sa vie quotidienne. Et Angus, une fois n'est pas coutume, il est investisseur immobilier. C'est vraiment ce que j'apprécie grandement avec l'investissement immobilier et avec mes invités du podcast, c'est on a un panel d'invités avec des parcours super super diversifiés. Et puis, 9 fois sur 10, on retombe toujours le dénominateur commun, c'est l'investissement immobilier. C'est pour ça très souvent qu'on m'écoute et que je vous invite sur le podcast. Donc on a toujours beaucoup de choses à apprendre et puis avec toujours un socle commun de connaissances, compétences et d'envie. Donc, ce sera l'épisode avec Angus dans quelques instants. Sinon, et en plus, voilà, 8 mai, l'épisode sort le 8 mai. 8 mai, c'est la libération. Rien de mieux que pour parler de militaire, de l'esprit militaire. Sinon, j'ai pas mal d'actualités à vous raconter. Je vais essayer d'être court, bref et concis. Mais souvent, quand je vois des auditeurs, en vrai, ils me disent que c'est la partie qu'ils préfèrent. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter? Très intéressant. Il y a plusieurs personnes qui m'ont pris de la formation. Si vous le savez, ça fait presque plus d'un an que je propose une formation à un prix défiant de concurrence qui s'appelle Négocier pour faire des gros billets. Et là, j'ai des participantes de la formation qui a réussi à faire une négo très intéressante. Elle a pu obtenir un prix bien inférieur quand même. En tout cas, moi, je trouve bien inférieur. Bien sûr, on vous a toujours payé moins, mais bien inférieur à un compromis qui avait été signé. Donc ça, c'est vraiment un peu la pire situation qu'on peut avoir. C'est si vous avez un compromis qui a été signé à un prix défini, c'est assez compliqué de renégocier derrière. Je dis pas que c'est impossible. Quand il y a eu la longue hausse des taux, on pouvait justifier là-dessus. Mais là, on est en ce moment en mai 2024 ou vous écoutez un peu plus tard, que globalement les conditions macroéconomiques et puis les taux d'intérêt n'ont pas vraiment évolué, c'est assez compliqué de faire passer un vendeur, ben voilà, avant vous avez vendu à temps, et puis là en gros rien n'a changé, si ce n'est que le premier acheteur il a pas eu le financement et moi je vous propose beaucoup moins, mais en tout cas voilà, dans une ville tendue, on s'est appelé, on a discuté, elle a réussi à faire une très très belle négo, voilà, plus de 10% dans une des plus grandes villes de France. Donc, bravo. Bravo à cette participante. Et puis, c'est pas la seule, hein. Franchement, je reçois très souvent des retours. Donc, si vous voulez savoir comment négocier un bien immobilier, c'est un peu le meilleur moment, hein. Je le dis depuis un moment, mais en tout cas, c'est un très très bon moment. Ça fait 10 ans que j'achète de l'immobilier. Et pour moi, en tout cas, c'est le meilleur moment, en tout cas, en ce moment, pour négocier. Après, bien entendu, on le sait, il y a les contraintes du coup du crédit, mais en tout cas pour faire des super bonnes affaires à l'achat, c'est une très bonne période. Donc si vous voulez en savoir plus, vous hésitez pas, hein. Vous allez sur mon site grosbillet.com et vous aurez
bah, vous pourrez prendre l'accès à la formation et ben le, le taux de rentabilité, il est de fois 100 ou fois 1000. Enfin, souvent entre, ouais, il peut être entre fois 100 et fois 1000 très souvent sur cette formation si vous arrivez à bien négocier. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben moi, j'ai acheté un bien immobilier cette semaine. Ça faisait plus d'un an que j'avais plus acheté. Donc en 2022, j'avais fait un épisode comment j'ai acheté 1 million d'euros d'immobilier juste sur l'année 2022. Donc voilà, fallait un peu digérer tout ça, s'occuper un peu de tout le parc. On a fait pas mal de changements aussi opérationnels avec le parc existant. Donc j'étais reparti en visite, pareil, ben, grosse négo, donc j'ai payé, je vous l'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière, en net vendeur, j'ai payé moins de la moitié du prix que les vendeurs avaient payé. Donc je suis très content, ils tiraient un peu la gueule, mais voilà, c'était de la défisque, en gros, ils s'étaient fait avoir sûrement. Et moi, bah, j'ai bien acheté, hein, je trouve. Donc moins de la moitié pour un bâtiment bah, qui a moins de 20 ans, tous les diagnostics qui sont nickel, DPED. Voilà, grosse négo quand même, hein, bah, basé un peu sur mon expérience maintenant, hein. Donc forcément, l'idée c'est pas, on n'arrive pas toujours à négocier un bien précis au prix qu'on veut, mais l'idée c'est vraiment d'acheter que des bonnes affaires. Et parfois, il faut se prendre quelques refus jusqu'à avoir une bonne affaire. Donc j'ai signé, ça faisait trop plaisir de retourner chez le notaire. En plus, bah, ma notaire, on se tutoie, on se connaît bien. Donc ça faisait trop plaisir, j'ai passé un très bon moment. Bah, j'ai fait revenir mon artisan. Bon, je l'avais déjà, lui, je le revois de temps en temps parce qu'il y a des petits trucs à faire dans cette ville. Voilà, trop plaisir de repartir dans le dur un peu. Tout le week-end, bon, c'est un bien que je vais exploiter en meublé. Tout le week-end, je me suis occupé, donc j'ai signé, je ne vais rien vous cacher, vendredi à 16h, donc à 15h20, j'étais à l'appartement pour faire le dernier check. À 17h15, j'ai donné les clés, une partie des clés à l'artisan. À 17h30, je suis allé visiter un autre appartement, au cas où, parce que là, j'aimerais bien en racheter au moins un encore assez vite. À 18h, je suis allé chercher une camionnette de location. La dernière fois, quand j'étais à un mastermind, on parlait pas mal des meilleurs plans de location. Donc visiblement, bon, c'est vrai que moi, vu que j'habite plus en France, ça c'est un peu un point que je savais pas trop, mais c'est via les supermarchés. Donc moi, j'ai loué via Super U, 41 euros la camionnette. Je trouvais ça pas cher pour 24 heures. Euh, et ensuite, bah, moi, en fait, j'aime bien mettre des meubles d'occasion dans les appartements parce que ben, déjà, c'est beaucoup moins cher. Alors, il y a les gens, ils parlent de déduire les impôts. Oui, on peut faire des sortes de récépissés et tout ça. Mais quand vous achetez quelque chose qui est 5 ou 10 fois moins cher que le prix du neuf, en fait, peu importe à la limite comment vous allez faire. Donc, et puis, c'est un énorme gain de temps de montage et de carton, tout ça, déchetterie. Donc voilà, samedi, ben ça a pas loupé. Samedi, j'ai acheté un lit, un meuble télé, une table, 4 chaises, un fauteuil et je crois que c'est tout. J'ai acheté 5 trucs, je pense. Donc voilà. Heureusement, j'ai trouvé des bras. Un ami m'a aidé pour monter tout ça. Et puis ensuite, j'ai rendu la camionnette. J'étais encore voir un appartement aussi le samedi. Donc, gros week-end d'IMO. Mais c'était cool, c'est ce qu'on aime. Et ça fait trop plaisir de repartir un peu là-dedans. Et franchement, je vais avoir un appart qui va être super beau. Donc, j'en suis assez fier. Et sinon, le troisième point que je voulais vous dire, c'était le podcast privé. Donc, vous le savez, avec mon associé Michel, on a la boîte à outils des investisseurs, podcast privé. Et là, je vous avais tourné 10 vidéos, 10 petites vidéos pour un total de 1 heure sur l'intelligence artificielle à la base. Je voulais peut-être faire une formation à part, mais je me suis dit, ben voilà, les personnes qui nous font confiance via le podcast privé, eh ben, je vais vous montrer, voilà, plutôt que vous vendre une formation, je vais vous l'inclure dedans. Donc, j'ai fait 10 vidéos sur les usages que j'ai de l'intelligence artificielle et notamment comment j'ai pu négocier le prix de ma voiture que je viens de changer il y a 2 semaines. C'est assez marrant parce que j'ai pu vraiment faire en même temps que je tournais la vidéo, j'étais en train d'acheter la voiture, donc je vous ai montré comment j'ai pu m'en servir. Puis après, j'ai vraiment beaucoup d'usage de l'IA. Je ferai sûrement une autre vidéo, peut-être dans 1 ou 2 mois, enfin une autre série de vidéos sur les autres usages de l'intelligence artificielle. Donc foncez, boîte à outils des investisseurs, www.boîteabillets.com, vous avez le lien dans la description.
et bah, foncez voir les épisodes et je vais faire je sais pas exactement quand, mais je vais faire un appel de groupe avec tous les auditeurs du podcast privé pour discuter intelligence artificielle, que chacun donne un peu ses tips, les IA qu'il utilise, dans quel contexte il les utilise. Donc on fera ça courant mai. Donc pour ceux qui sont membres, voilà, venez nous rejoindre et comme ça vous aurez les meilleurs tips pour ce sujet. Donc voilà, boîteabillet.com. Je pense avoir fait le tour. Je vous en dirai plus sur mon acquisition une fois qu'elle sera mise en exploitation. Je sais même pas encore exactement comment je vais l'exploiter. Là, je vais pas mal bourlinguer là aux quatre coins du globe en, au mois de mai, mais je vais essayer de tout gérer de front comme on fait toujours. Hein. C'est comme ça, hein, la vie d'investisseur, c'est une vie à 1000 à l'heure et puis c'est la vie qu'on a choisie et qu'on aime bien. Je vous souhaite une très bonne écoute avec Angus. Merci, merci de donc en plus il m'avait envoyé son livre dédicacé, vu que c'était un peu moi qui, en partie, j'ai contribué en tout cas à ce projet. Et carrément pour vous dire la puissance quand même d'écrire un livre, euh, en fait ça vous ouvre des portes. C'est comme un peu moi avec le podcast. Donc et avoir des projets un peu comme ça insolites, parce que par exemple moi j'ai écrit 2 livres. Et ben, je pense que je connais personne qui a écrit de livres, enfin dans ma vie, hors du podcast et tout ça. Et lui, donc il est militaire c'est pour ça c'est un pseudo hein, qu'il utilise. Il est militaire dans la militaire actif et en fait il a pu rencontrer le chef d'état-major des armées, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Celui qui a le petit bouton, le petit bouton au cas où ça se passe mal, qui a accès à la mallette. Donc voilà, rien qu'en ayant écrit ce livre, peu importe, je pense combien il en vendra, il va être très content de. Bah, rien que ça, c'est un sacré accomplissement quand même. C'est vraiment le tout en haut de la pyramide de l'armée. Donc félicitations à toi, Angus. J'ai vu ça donc entre le moment où on a enregistré l'épisode et puis maintenant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et puis, bah, profitez bien pour ceux qui font le pont du 8 et 9 mai en France, enfin du 10 mai du coup. Et bah, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours, à partager si vous connaissez des personnes qui sont bah, dans voilà, la carrière militaire. N'hésitez pas à partager l'épisode et à me faire des retours. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté avec Angus. Et bonjour, bonsoir à tous. Selon où vous en êtes, si vous travaillez de nuit, si vous faites des rondes pour surveiller un campement. Aujourd'hui, on est avec Angus. On va faire un épisode spécial un peu. On va parler esprit militaire et transposition des conseils de vie ou des principes militaires à la vie civile également. Comment ces enseignements ils peuvent nous servir dans notre vie au quotidien. Salut Angus, comment ça va? Salut Thibaut, écoute, ça va très bien. Merci de ton invitation. C'est un honneur pour moi. Bah, ça fait trop plaisir. Du coup, tu m'as surtout écrit parce que t'écoutais mon podcast sur les routes de Floride, hein, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que la Floride, en plus, moi, j'y étais qu'une fois, mais ça m'avait j'avais trop aimé. Et du coup, de là, tu as eu l'idée d'écrire un livre et tu m'as envoyé gentiment ton livre dédicacé. Et donc, on va parler qui s'appelle Full Metal Mindset. Ceci n'est pas un placement de produit, mais vous pouvez bien sûr l'acheter. Et dedans, tu détailles un peu les principes de vie militaire. Tu sais, du coup, si tu es auditeur, je te laisse te présenter rapidement. Angus, c'est un pseudo, hein, comme dans MacGyver. Je sais pas si c'est lié, mais et puis après, tu sais, toi, tu dois en avoir des dizaines, des expériences un peu insolites. Donc, je te laisse te présenter et puis Merci, ensuite, on enchaînera. merci Thibaut. Ouais, donc bah écoute, merci de l'invitation. Angus Barbet, donc c'est un pseudo que j'ai pris pour écrire ce livre. Donc je suis militaire en activité depuis une douzaine d'années. J'ai 39 ans, je suis pacsé, j'ai 2 enfants. Originaire du Nord, de la région de Lille. Je suis né à Roubaix. Euh, Ville bien connue des investisseurs. exactement. Je suis basé actuellement à Paris.
Bon, j'ai fait un bac général suivi d'une licence en psychologie et j'ai intégré l'école des sous-officiers en 2011. Donc voilà, Comment on effectivement. passe de la psychologie à l'école des sous-officiers? Bah écoute, Des j'ai fait, cheveux bleus au crâne rasé, tu sais. c'est Bah, à ça. l'époque, c'était pas encore les cheveux bleus, je pense, mais. Non, mais ouais, c'est vrai que la psychologie, les sciences humaines et tout, c'est plutôt connoté gauche et c'est peut-être un peu à l'opposé. Antimilitarisme et tout ça, ouais, un peu, ouais. Exactement, exactement. Mais à l'époque, j'en avais pas trop conscience de ça et je cherchais vraiment. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'art de l'apprentissage, comment on apprend, comment on se transforme, comment on modifie en fait nos comportements. Et bon, bah, j'ai fait 3 ans, c'était génial. 3 ans de théorie, hein, parce qu'en licence, tu fais que de la théorie. Et puis, bon, bah, je commençais à me dire que passer tout le reste de ma carrière assis à écouter des gens ou enfin, c'était pas ce qui me faisait rêver. Donc, j'ai basculé, j'ai même pas continué en master et j'ai cherché quelque chose de beaucoup plus Actif, concret, de l'action. actif. Bon. Exactement, exactement. Et, et donc voilà le job. Alors, un des jobs insolites, si tu veux, moi j'ai toujours travaillé très tôt. J'ai eu la chance de pouvoir travailler en supermarché grâce à mon père, bosser en supermarché, comme je l'explique un peu dans le bouquin. Et bon, je travaillais en supermarché, j'ai fait quasiment tous les rayons, tu vois, boucherie, boulangerie, poissonnerie, surgelé, machin. Donc c'est une bonne école. T'es pas payé cher, mais on s'amuse bien, tu vois. Yes. Et, et le week-end, j'habitais à ce moment-là, j'habitais dans une campagne du Nord et j'étais pote avec un fils d'agriculteur qui me proposait des fois de ramasser des poulets. Donc on Ok. allait Comme dans à trois. Rocky. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais là, sauf que tu n'avais pas un poulet, tu avais genre 20 à 30 000 poulets dans un hangar. Ils étaient Ok. par terre. Et la mission, c'était, eh ben, il fallait ramasser tous les poulets. Donc, t'en prenais 2 dans chaque main. Ils bougeaient pas, hein, tu sais, c'est des poulets tout blancs, là. C'est poulets élevés en batterie. Ouais. Et tu les mets dans des caisses. Il fallait les mettre dans des caisses où il y a des tiroirs. Et puis, voilà. Et ensuite, c'était direction l'abattoir, quoi. Donc, on faisait de 3 heures à 6 heures du mat à ramasser tous ces poulets-là. Et bon, voilà, on était payé, bien évidemment. Il n'y avait pas de facture, il y avait pas tu cotisais pas pour la retraite. Mais c'était bien physique et tu rentrais chez toi et tu pouvais jeter tes habits à la poubelle, hein. Ah, Punaise. ça puait, ça puait. Ouais, ça a vraiment tout, quoi. Tu commences à 3 heures du mat, tu fais un métier. Bon, après, moralement, ça dépend des gens. Faut bien des gens qui fassent ça, mais c'est un peu dur aussi, peut-être, de se dire, bon, je ramasse les poulets pour les tuer. Après, tu pues, t'es pas déclaré, Ah t'es non, mal mais payé. ah ouais, ouais, ouais. C'était, voilà. Et je pense qu'à l'époque, pour ça, on prenait 50 ou 70 euros, je me souviens plus, tu vois. Mm. Mais bon, quand t'es jeune, tu vois, t'as 17, 18 ans, 70 euros pour toi, c'est beaucoup quand même. Mm. Donc, Yes. voilà. Ok, bah trop intéressant. Et c'est marrant parce qu'en fait, après, dans la vie, bah, tu transposes en fait les sommes, les trucs, enfin, ce qui est important là. Après, enfin, quand tu gagnes des plus grosses sommes, en fait, ça te rend tout aussi heureux enfin, avec un zéro de plus, quoi, 10 ans plus tard. Oui, En gros, c'est un peu ça, quoi. ouais, on a besoin de toujours plus pour être satisfait, quoi. Mais, Yes. ouais. Ok. Bah, écoute, top. Et en parallèle de ça, tu es aussi investisseur immobilier depuis un petit moment. Comme Ouais, souvent, hein, les invités, il y a toujours, ils ont tous des parcours très différents, mais en tout cas, souvent, c'est le exactement. dénominateur commun. Exactement. C'est pour ça que je t'écoute depuis quasiment tes débuts. Ouais, ouais. Et en fait, on a acheté avec ma femme, on a commencé à acheter en 2014. À l'époque, je me souviens quand j'étais en école, déjà en école de sous-off, il y avait un cadre, un adjudant qui nous avait dit, les gars, quand vous serez en unité, achetez des appartements pour les louer.
Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Pourquoi je vais acheter un appartement pour le louer? Enfin, et donc, c'est resté, tu vois, c'est resté. Et donc, quand je suis sorti de l'école, j'ai eu mon affectation. Et après, j'ai repris ça, tu vois. À l'époque, je regardais beaucoup Olivier Seban. Ok, bah Euh, ouais, à l'époque, c'était un des premiers, hein, franchement. ouais, Olivier C'est- Seban, franchement, j'avais acheté son bouquin même, tout le monde. Ouais, je l'ai aussi, ouais. C'était Tout le monde mérite d'être riche ou un truc comme ça, ouais. Exactement. Et bah, il était bon, tu vois, c'est un très bon marketeur, un très bon vendeur. J'avais pris sa formation et j'avais été à un de ses séminaires sur Paris. Ok. Et voilà, en fait, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. Bien évidemment, ça se passe jamais comme dans les vidéos. Voilà, on a eu des galères. Au début, j'ai regardé, en fait, j'y connaissais rien. J'ai regardé, j'ai pris un cercle autour de moi, 50 kilomètres, et j'ai pris ce que j'ai trouvé de moins cher. J'ai acheté ce qu'il fallait pas acheter, mais c'était une bonne expérience. Je peux le dire, hein, parce que j'ai revendu depuis à Villepinte. C'était dans un HLM. Enfin, et donc ça, je l'ai gardé. Je crois que j'avais acheté à l'époque 80 ou 85 000 euros et on a vendu 4-5 ans après le même prix. Donc on est sorti sans trop de dégâts. Bien sûr, j'avais pris un prêt sur 15 ans, donc ça fait qu'on a amorti pas mal de capital. Je suis sorti de l'opération avec 20-25 000 euros. Voilà, et bon, j'ai appris pas mal. C'était Mhm. mise en Ouais, puis location. c'était pas mal quand même. Ça fait une bonne petite, un bon petit pécule, hein, mine de rien, 20-25 000 euros en Ouais, 4 ans, quoi. ouais, exactement, exactement. J'ai appris beaucoup sur la gestion des locataires, sur les travaux, euh, tout ce qui est assemblée générale de copropriété, enfin, voilà, tous ces trucs-là, tu apprends en faisant, quoi. Et voilà. Et ensuite, on a racheté plus proche de Paris, Petite Couronne. Vraiment, là, c'était un placement au pied du métro, au pied d'un métro qui était en construction. Et ensuite, on a acheté deux maisons dans le nord, parce que forcément, je connaissais bien le secteur. Deux Puis c'était moins maisons cher qu'à qu'on... Paris. Ouais, moins cher qu'à Paris, plus grand, et on exploite ça en coloc. Ok, Voilà. trop intéressant. Mais tu vois, j'ai eu plusieurs invités, mine de rien, soit militaires, soit policiers, qui, euh, qui ont été investisseurs, hein. Donc, ouais, c'est intéressant. C'est peut-être un des métiers que j'ai eu le plus au final sur les invités. Après, Ouais. tu as aussi les histoires de ben, tu changes de lieu, enfin, parfois tu es logé. Toi, je sais pas si tu as été logé à un moment, gratuitement. Euh, ça, On va pas le dire. On je vais, tente. voilà, on On va tente pas, en Guyane. Ouais, voilà. voilà. Quand on est en mission, on est bien évidemment qu'on est logé, mais voilà. Hmm. Ok. Et du coup, t'es parti tu peux peut-être nous raconter un peu. C'est comme, je vais juste revenir sur ce que tu as fait. Ok, tu as peut-être fait une erreur, mais une erreur à 80 000 euros, c'est moins grave qu'une erreur à 400 ou 500 000 euros. Parfois, voilà, vous avez des locataires compliqués, vous allez acheter en copro. Bah, la copro, moi, j'ai tous mes biens en copro. Et c'est un Hmm. peu, mine de rien, c'est la roulette russe, mais c'est pareil dans les maisons. Parfois, vous allez avoir le voisin qui fait des fêtes, le voisin, par contre, si vous faites du bruit. Enfin, il y a toujours une part quand même de chance, hein, mine de rien. Et autant pouvoir se défaire d'un bien à 80 000 euros, souvent, c'est beaucoup plus simple que d'un bien beaucoup plus cher. Et puis, tu as toujours un peu. Enfin, moi, je l'ai bien vu quand j'achetais et je revendais des voitures, j'en parle de temps en temps. Ah, moi, j'avais une Porsche, je l'avais super bien achetée, sous le prix du marché, et j'avais eu beaucoup de mal à la revendre, alors que j'ai eu des Alfa Romeo qui ont beaucoup moins bonne réputation, mais beaucoup moins cher. Et en fait, mine de rien, les achats, bah, ça fait une sorte de pyramide. Et donc, si tu as, enfin, je sais pas, si tu as une Bugatti à vendre à 500 000 euros, c'est pas cher, mais ça se trouve, tu vas pas trouver un seul mec pour te l'acheter dans la journée, alors que les biens pas chers, ils sont beaucoup plus liquides très souvent. Donc, même si vous faites des erreurs, essayez que ça ne vous tue pas, surtout chez les militaires. Ouais, C'est... ouais, ouais. Non, mais c'est sûr, vaut mieux commencer petit sur des petites sommes. Et je me souviens, j'ai mon parrain, j'ai un parrain qui a investi beaucoup, beaucoup dans le Nord. Et
Et quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit, ah, t'es sûr, non, mais tu vas faire ça, mais tu connais pas, mais, hein. Et quand j'ai appelé mon parrain, je lui ai dit, et il m'a dit, oh, mais ça va, ouais, bon, tu prends pas beaucoup de risques, là, 80 000 euros, voilà, c'est pas grave, c'est bien. En fait, il avait tellement de recul et tout que pour lui, Mhm. effectivement, c'était rien. Et il avait raison. Mais quand tu commences, bah, t'as jamais acheté, le plus gros Ouais, truc t'as que tu jamais as acheté, dépensé. c'est une voiture. Ouais. Tu commences avec une voiture à 5, 10, 15, 20 000 euros et 80 000 pour toi, c'est énorme. Mais Yes. voilà, il faut bien commencer, hein. Bah oui. Oui, et puis ton risque, souvent, alors même si dans l'absolu, ton risque sur 80 000 euros, il va être à 80 000 euros, mais en fait, ton risque, il est plutôt de l'ordre de 10, 20%. Voilà, si ça se passe mal, ton truc, tu le vends à Hmm. 60 000. C'est vraiment worst case. La preuve, toi, tu l'as vendu, c'était pas le meilleur invest, tu l'as revendu au prix et puis tu as touché les loyers pendant ce temps. Et ça, c'est le gros avantage de l'immobilier. C'est pas comme acheter de l'or qui rapporte rien ou des cryptos ou des choses comme ça. Voilà, l'IMO, même si tu achètes, tu revends au même prix, en général, tu as quand même encaissé de l'argent entre les deux. Ok, super. Et bah écoute, on va un peu dérouler ton livre, sauf Ouais. qu'on a fait le tour, je pense, de tes invests IMO. Oui, oui, les investissements, voilà, j'ai pas grand-chose. On a Ah, c'est actuellement, déjà, on je a pense que si trois tu as biens. 5 lots, t'es Non, déjà bien. on a trois lots, on a trois lots. On a un Ouais, mais en appartement coloc. et deux maisons. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est un peu stand-by par rapport à la conjoncture actuelle. Et puis, on reprendra, j'espère, bientôt. Et là, Yes. d'ailleurs, voilà, je repousse depuis longtemps. Mais j'ai pris ta formation là sur la bourse que Ah, bah j'ai pas, merci. bah, je t'en prie, j'ai pas encore ouvert, j'ai pas eu le temps, mais voilà, je me Je suis te dit, mettrai un rappel. T'inquiète pas. ouais, merci, merci. Et Yes. c'est l'objectif 2024 de me former, d'investir un peu là-dedans, quoi, diversifier un peu, ouais. Yes. Super. Ok, bah du coup, on va passer un peu dans les livres. Donc, ton livre, en gros, c'est 30 principes de vie. J'en ai sélectionné certains. Et puis, on va voir un peu comment on peut l'appliquer dans sa vie quotidienne. Donc, toi, tu t'es vraiment basé sur ton expérience de militaire. Tu as fait plusieurs missions, des stages, notamment en Guyane. T'en parles, t'en parles pas mal. La Guyane, c'est pas trop pour les vacances, hein. Il y en a qui y vont, mais c'est pas, c'est pas forcément pour ça. Alors, le premier que j'avais pris, c'était motivation et discipline. C'est vrai que c'est un point dont on parle souvent. On voit sur l'arrière du livre, hein, ta musculature acérée. Bah, tu peux peut-être ouais, nous expliquer quelle est la différence entre la motivation et la discipline. Souvent, bah, on en parle, c'est sur la durée. Comment est-ce qu'on arrive à ses fins? Tu as écrit un livre, mine de rien, je sais très bien En plus, il est plus long que ceux que j'ai écrits. Je sais très bien le travail que ça représente. Ouais. J'en avais écrit deux, pour rien vous cacher, j'en avais écrit un troisième à moitié, je l'ai jamais terminé. Ouais, peut-être tu peux nous expliquer motivation, discipline, et puis un peu dans le milieu militaire, comment on fait la distinction, et puis après, bah, peut-être dans sa vie quotidienne, si on a un objectif à, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, Hmm. Bah, comment on fait? en fait, ouais, ouais, c'est une très bonne question. Euh, Comme je dis, déjà, je vais revenir un peu sur la genèse du pourquoi de ce bouquin. Et franchement, c'est pas pour raconter une histoire, c'est vraiment ce qui s'est passé. On était sur les routes de Floride avec ma femme en 2022. C'était un voyage qui était prévu, qu'on devait faire en 2020, bon, qui a été repoussé à cause de la grande grippe qu'on a connue. Et donc, on était rien qu'à deux. On avait loué une voiture. On était sur la côte, on était dans les îles Keys et on remontait sur la côte ouest pour aller à Naples. Magnifique région, enfin, top. Et je sais pas, j'étais dans un bon mood, j'étais bien, on était détendu. J'écoutais ton podcast, tu vois, avec Spotify, magnifique. Et là, au début, tu fais la pub de ton livre ou de tes livres, je sais plus, sur négocier un bien immobilier et tout, disponible sur Amazon et tout. Et là, je dis, mais attends, mais c'est possible d'écrire un livre et de le mettre sur Amazon comme ça et tout. Et
Et je me suis dit, putain, ça pourrait être une bonne idée que je raconte un peu mon parcours, tu vois. Parce que c'est vrai que la plupart des livres écrits par des sous-officiers, parce que moi je suis sous-officier, c'est assez rare. C'est souvent des sous-ofs qui ont quitté l'institution. Tu vois, tu prends Hatton, tu prends des gars comme Louis Saillant, c'est des anciens forces spéciales qui racontent leur guerre en fait. Ils racontent leur mission. Et moi, je suis toujours dedans et je voulais parler plus du côté mindset, du côté comment ça fonctionne, tu vois, l'organisation de tout ça. Et je voulais vulgariser en fait, parce que je pense que les gens ne connaissent plus les militaires. Euh, c'est vrai, depuis 1996, le service militaire a disparu, donc les garçons et encore moins les filles ne connaissent le monde militaire. Tu vois, je crois qu'il y a énormément de clichés, euh, et donc c'est méconnu. Et donc moi j'ai C'est en fait, voulu, je me suis fait juste une petite réflexion là ouais, quand je préparais l'épisode. C'était en ce moment, il y a pas mal de problèmes avec les agriculteurs. Enfin voilà, ils ont des revendications, très probablement à juste titre. Et en fait, on dit souvent, c'est ça que avant, en fait, je crois qu'il y a 1%, même pas de la population française qui est agriculteur, alors que du temps de nos grands-parents, ça devait être peut-être 20%. Donc tout le monde en connaissait un. Et moi, je pense que le plus proche que je connaisse, c'est le père d'une copine que j'ai jamais vu, quoi. Enfin, son ouais, père, je l'ai voilà. jamais vu. Et les militaires, je me suis dit que c'est un peu pareil, en fait. Je pense qu'en tout, les militaires, les gendarmes, ça doit être dans je sais pas, enfin, peut-être 100 000, 200 000 personnes. Euh, Ouais, c'est ça, on est 300 000, tu vois. ouais, Je sais plus trop ouais, les chiffres, 300, 350 000 si tu voilà. prends. Donc, si Si tu tu, regardes sur 65 millions d'habitants, voilà, bah, en fait, ça fait bien moins que 1%. Donc, exactement. Hmm. donc Donc dans ton voilà, cercle, c'est assez rare d'en connaître, effectivement. donc je me suis dit, je vais expliquer tout ça et puis voilà. Donc pour en revenir à motivation et discipline, bon bah quelque part, c'est toi qui m'as donné la motivation au bon moment, tu vois. Yes. Et ce que je dis, c'est que la motivation, c'est une ressource formidable, mais c'est une ressource éphémère. Ça veut dire que tu vas avoir des boosts de motivation en regardant une vidéo, en regardant un film, en écoutant un podcast. Ça va te motiver, tu vois, sur le coup. Mais tu peux pas rouler que avec la motivation sur le long terme. Donc, il faut de la motivation et après, il faut mettre en place une discipline. C'est-à-dire que la discipline, elle va servir à maintenir le cap quand la motivation ne sera plus là, tu vois. Et la discipline, en fait, c'est surtout une autodiscipline. C'est une discipline pour soi-même, tu vois, c'est une discipline de vie. Et, et voilà, c'est ce que j'explique dans ce principe, c'est que c'est un peu la loi de Pareto, tu vois, c'est toujours 20% de discipline, 20% de motivation, un moment, et puis le reste, ça va être soutenu par une discipline forte. Yes. Dans tout ce que tu fais, tu vois. Toi, par exemple, tu m'impressionnes parce que je me dis, mais comment il fait pour sortir toutes les semaines, tous les mercredis matins, un podcast? Enfin, je vois un peu le boulot que c'est de démarcher des gens, de contacter, machin. Enfin, en fait, je pense que c'est de plus en plus facile pour toi. Mais au début, tu as dû lancer la machine, ça a dû te demander beaucoup d'efforts, quoi. Yes, ça demande, bah ouais, c'est vrai que ça demande de l'effort, ça demande une organisation, on va pas se le cacher, hein. Et là, bah, typiquement aujourd'hui, on est lundi, l'épisode de mercredi, il est pas encore prêt, et en fait, la semaine prochaine, j'aurai pas le temps en fait, il faut qu'aujourd'hui, je poste 2 épisodes, ce qui m'arrive quasiment jamais. Normalement, je le fais toujours d'une semaine à l'autre. Et c'est vrai qu'en fait, c'est pas pour moi, le podcast, c'est plus un choix, en fait. Je veux dire, le mercredi, ça sort, il n'y a pas de. C'est non discutable, tu vois. Autant aller courir, alors que peut-être ce serait mieux. Enfin, le sport, mine de rien, j'essaye d'en faire 3 fois par semaine, mais j'avoue qu'il y a des fois où je dois skipper et c'est aussi parce que je me base un peu trop sur la motivation. Mais autant le podcast, mais c'est vrai que c'est une grosse organisation. Et puis pour parler un petit peu du côté, parce qu'en ce moment, bah voilà, ça fait un petit moment que d'abord on a eu des élèves,
qu'on accompagne. Après, on a eu le podcast privé, des formations et tout. Et là, ça va faire 3 ans et ça fait que quelques mois que vraiment ça prend. Enfin, en tout cas, et puis en plus, tu n'es jamais sûr que ça va prendre pour longtemps. Mais donc, tu peux pas te permettre de rester sur la motivation aussi longtemps. C'est impossible d'avoir 3 ans de motivation. Personne n'y arrive. En général, ça tient un mois, quoi, C'est si sûr. on veut. Donc, ouais. Ok, bah, super intéressant. Et est-ce que tu peux nous dire, peut-être dans le monde militaire, il y a quoi comme. Est-ce qu'il y a une discipline genre que tu t'imposes qui n'est pas imposée par l'autorité, tu vois? Est-ce que par exemple, toi, tu vas, je sais pas, admettons les pieds, c'est hyper important, je suppose, quand on est militaire. Est-ce que tu vas Mm. toujours prendre soin de tes chaussures? Enfin, tu vois, quelque chose comme ça, une discipline que tu t'imposes parce que tu sais que les conséquences, elles seraient horribles, même si forcément on t'a pas imposé, tu vois, cette routine ou ce. Ouais, en fait, il y a plein de choses, mais forcément, au début, quand tu arrives en école, bah, tu es un bitos, tu connais rien. Donc, tu fais ce qu'on te dit sans réfléchir, sans comprendre. Et après, tu comprends, tu vois. Et effectivement, l'importance des pieds, c'est primordial parce que les militaires marchent beaucoup, tu vois, que ce soit des marches en métropole ou outre-mer, dans la jungle, dans la forêt, machin. Donc, si tu n'as plus de pieds, si t'as des ampoules, si tu as des pics, des trucs, bah, tu sers à rien, tu pourras plus rien faire. Donc voilà, il y a ça, il y a bien sûr l'hygiène corporelle, faire attention à ce que tu manges, à ce que tu bois. Euh, Après, il y a ce qui est marrant, c'est quand tu vois les anciens, des vieux militaires qui ont 20 ans, 30 ans, qui sont complètement formatés par le système, tu vois. Par exemple, tu vois des gars comme le Major Gérald. Enfin, à mon avis, quand il sera à la retraite, il aura toujours la même discipline, tu vois. Il aura toujours Ouais. la même coupe. Il sera toujours taillé pareil. Il sera affûté parce qu'il est complètement façonné par. J'aimerais pas être son gendre à lui, hein, punaise. Ah ben là, la barre, elle est tellement haute que non, c'est une machine. C'est une Ouais. machine, mais ouais. Bien connu, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas sur les réseaux, il est de la Légion étrangère, hein, je pense, Exactement. le Major Gérald. Et tu vois, Ouais. quand il est torse nu, tu vois que son corps, je sais pas, c'est un mélange de musculation et d'expérience dure. Enfin, je sais pas, il Ouais. est, il est Ouais, taillé, hein. après, il y a une part de génétique, tu vois. On va dire il a une très bonne génétique, mais bien sûr qu'il y a des heures et des heures de travail derrière. Et non, non, c'est un mec exceptionnel, tu vois. Mm. Et après, tu vois, j'ai eu la chance d'avoir des postes sur le terrain vraiment aux côtés bah, aux côtés des hommes durant. Et puis, j'ai aussi bossé avec des grands chefs, des colonels, des généraux. Et là, c'est une autre forme de discipline, tu vois. C'est que quand tu bosses avec des mecs comme ça, en fait, tu sais, quand tu es sur le terrain, tu te dis, ouais, les chefs, ils sont dans les bureaux, ils boivent des cafés, ça se passe bien, tu vois, ils mangent au mess, ils vont au cocktail de l'ambassadeur, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que ça bosse énormément. C'est que ils ont des capacités à lire, à synthétiser des trucs. Donc, en fait, ils ont une rigueur aussi, une discipline et des fois, ils font des interventions, tu vois. Ils sont invités à intervenir sur un sujet, etc. Et en fait, si tu veux pas passer pour un con et si tu veux être un peu reconnu, bah, c'est du travail, quoi. Et donc, ils bossent bien, ils préparent bien. Et il n'y a pas de secret, c'est de la discipline, quoi. C'est de la lecture au quotidien. Et à force de faire et de refaire, bah, ils sont très bons, quoi. Yes. Ok, bah c'est intéressant que tu parles du chef parce que j'avais pris comme autre principe dont on pouvait parler, c'était la solitude du chef. Et en fait, Ouais. ça m'a fait penser un peu, parce que moi, j'ai fait pas mal de visites là et alors ça, bien sûr, ça a aucune commune mesure avec faire la guerre ou que sais-je. Mais en fait, quand tu prends les décisions d'acheter un appartement, surtout que pour l'instant, mon associé historique, il est au Canada, donc il ne peut pas emprunter, donc j'achète tout seul de nouveau. Mm. Et putain, c'était quand même bien, enfin, même si tu es bien entouré avec ta famille et tout, quand tu es tout seul à un peu appuyer sur le bouton, là, bah, ce matin, j'ai envoyé 4 offres, mine de rien.
Il y a des biens où je suis hésitant. Là, mine de rien, là où je suis hésitant, là, je vais pas envoyer d'offres parce que j'en ai déjà envoyé quatre, hein, forcément un peu à la casse, vous en doutez les autres. Mais voilà, mine de rien, ouais, la solitude du chef, peut-être tu peux nous en parler. Et c'est une solitude qu'on a en fait dans pas mal d'aspects de sa vie, même si on est marié, peut-être qu'on a des enfants et tout. De temps en temps, t'as un truc, t'es tout seul, quoi. Ouais. Comment Bah, t'assumes un peu? Enfin, je sais pas, c'est compliqué, je trouve. exactement. En fait, bah, déjà, la terminologie pour expliquer aux gens, c'est que chez nous, on parle du chef, tu vois, et le chef, à l'armée, il y a plein de chefs. C'est-à-dire qu'on dit chef pour un chef de groupe, un chef d'équipe, mais le chef, ça peut être aussi un colonel, un général, tu vois, le big boss des armées, on dit c'est le chef d'état-major des armées, le SEMA, Hmm. chef d'état-major des armées. Donc le chef, c'est celui qui est au-dessus de nous. Et il y a toujours une multitude de strates et une multitude de chefs. Donc c'est une appellation que j'aime bien parce que bah, toi, par exemple, t'es chef de ton entreprise, c'est-à-dire tu es chef de ce que tu entreprends. Donc euh, le chef, dans les armées, on parle de la solitude du chef parce que souvent, bah, le chef, il se fait confier une mission, on lui confie une mission, donc le chef au-dessus lui a confié une mission et il doit accomplir cette mission. Et dans tous les cas, en cas d'échec, il sera seul. Donc c'est la solitude du chef. Par contre, en cas de réussite, la réussite, elle sera collective, tu vois. Hmm. Il dira jamais. C'est ça aussi l'humilité du chef, c'est que il ne dira pas, bah ouais, c'est grâce à moi et tout. Non, c'est grâce à son équipe. On fait rien seul. Mais en gros, s'il y en a un qui va ramasser, c'est le chef. Le Yes. chef, il faut toujours un responsable, tu vois. Hmm. C'est aussi un principe que j'ai développé qui s'appelle responsabiliser les subordonnés. Euh, on est toujours le subordonné ou le chef de quelqu'un, tu vois. Et la notion de responsabilisation, de responsabilité, c'est très important aussi. Donc, en gros, toi, euh, voilà, dans ton cas, là, si Hmm. ça se passe mal, c'est toi qui vas payer les pots Yes. cassés. Si ça se passe bien, bah, ça sera la réussite de toi et Michel, tu vois. Ça serait une réussite Ouais. commune. Oui, Voilà. oui, oui. Puis après, de ta famille qui peut en profiter et tout ça aussi, ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et en IMO, on voit souvent que tu as l'impression que tu es entouré. Moi, par exemple, j'ai des gestionnaires, des concierges, les biens qui sont en copro, il y a des syndics. Mais tu sais pas comment ça te retombe tout le temps dessus. Quand il y a un problème, enfin, tu vois, là, on a parlé pas loin, enfin, souvent parlé des diagnostics, là, des DPE, des diagnostics de performance énergétique. Bah, en fait, en gros, en ce moment, bah, c'est si tu as une certaine lettre, tu peux plus louer. Et tant pis pour toi, quoi. C'est même si tu es en copro, même si le gars qui a fait les travaux, même si à la limite tu as acheté quand enfin la loi elle a changé et tout. C'était à la base c'était pas vraiment de ta responsabilité et puis d'un coup ça devient la tienne et c'est comme ça et en fait t'as pas le choix. Tu as peut-être acheté il y a 5 ans quand les règles elles étaient complètement différentes et puis maintenant bah c'est voilà. Tu prends et faut la prendre faut la prendre la responsabilité C'est sinon ça. C'est on fait ça. pas de projet quoi. C'est peut-être une valeur qui se perd un peu dans la société civile, c'est qu'on a tendance à pas endosser nos parts de responsabilité, en fait. Et, et c'est pas grave. Il faut prendre les responsabilités parce que, parce que sinon, tu peux pas fuir toute ta vie. Si tu veux pas de responsabilité, bah, il se passera rien, quoi. Tu auras une vie médiocre. Donc, à un moment, tu prends le niveau de responsabilité Yes. que tu estimes être le tien et tu vas jusqu'au bout. Et en gros, tu es responsable et t'arrêtes de te plaindre parce que ça n'intéresse personne, tu vois. Voilà. C'est ça. Ça, c'est un vrai truc. Arrête de te plaindre, ça intéresse personne. Mais c'est ça. Mais en plus, j'avais vu, je sais pas, il y a pas longtemps, ils avaient publié une étude. Genre, la première discussion dans les bureaux, c'est les gens qui se plaignent de leur boulot. Genre, le Eh oui, premier sujet de conversation. Alors que bon, personne t'a forcé à être là, quoi. Enfin, au pire. non, mais oui, c'est ça. Les Français, on est pas mal, hein, on est pas mal dans le fait de se plaindre et tout, mais Hmm. c'est vrai que c'est insupportable. La machine à café, oui, euh, blablabla. Vous avez vu un tel, un tel, un tel.
Et ce qu'il y a aussi, c'est que dans ce principe, je crois que c'est dans ce principe où je parle j'illustre avec le positionnement de Tom Hanks dans Il faut sauver le soldat Ryan, qui dit, en gros, bah, c'est un chef, tu vois, c'est le chef du peloton, commande peloton. Il doit aller récupérer avec ses hommes un soldat. Donc, il risque la vie de, je sais pas, une dizaine de mecs pour aller récupérer un soldat, le soldat Ryan. Et donc, il y a un de ses subordonnés qui lui dit, capitaine, qu'est-ce que vous pensez de la mission, quoi? C'est quand même un peu fort d'envoyer 8 mecs au casse-pipe pour aller éventuellement sauver un seul mec. Et il lui fait comprendre que, en gros, c'est pas le chef, c'est pas le capitaine qui va se plaindre de la mission vers ses subordonnés. Tu vois, Hmm. tu te plains toujours vers le haut, jamais vers le bas. Et ça, j'avais trouvé ça magnifique, en fait. Mais la plupart des gens, la facilité, c'est de se plaindre vers le bas, tu vois. Hmm. Ouais, tu te Et plains du chef, tu te plains pas au chef. En général, c'est voilà, ça. c'est ça. Yeah, exact. Ouais, c'est intéressant. Ok. Après, j'avais un truc que j'aimais bien que tu avais mis, c'était l'humour dans le commandement. Ouais. Alors, parce que bah, moi, je suis un assez bon exemple. Je pense que là, j'ai rédigé des offres d'achat. Si vous les lisez, elles sont carrées de chez carré. J'ai négocié des dizaines, voire enfin, plutôt des centaines de milliers d'euros. Et je me base sur tous les DPE et tout. Mais quand je suis en visite et tout, avec les agents, enfin, je suis plutôt quelqu'un de détendu, quoi, même dans la vie. Mais après, quand il faut être carré, je le suis. Hmm. Voilà, je fais pas de compromis sur certains sujets très précis. Et toi, donc, tu avais mis ça là, à faire les choses sérieusement Sans se sans se prendre au prendre au sérieux. sérieux. Exact. Tu peux nous dire un peu comment ça se passe, ouais, bah, justement, dans la vie Ouais. militaire? Ouais. Bah, en fait, tu vois, la plupart des gens qui ont lu mon bouquin et qui tombent sur ce principe, ils me disent, putain, je m'attendais pas à ce principe-là, tu vois, mais en fait, ça m'est venu en regardant une intervention du général De Villiers, qui était l'ancien chef d'état-major des armées, et qui Celui qui avait a dit démissionné, là, non? C'est oui, ça. exactement. Et il avait dit, un chef sans humour, il n'y a rien de plus chiant. Et j'avais trouvé ça magnifique, tu vois. Si le Mm. chef d'état-major des armées dit ça, mais ça veut dire que, enfin, l'humour est permis et ça tombe bien parce que moi j'aime bien travailler comme toi, tu vois. Quand quand tu connais un peu ta valeur, bon bah t'es pas obligé d'être rigide tout le temps, tu vois. Il faut savoir détendre un peu l'atmosphère. Et, et donc, bah, l'humour, ça permet de prendre du recul, de détendre l'atmosphère, de favoriser les échanges, un peu de briser la glace des fois. Et oui, bah, l'armée, tu te doutes bien que on a des sacrés numéros, tu vois. Et ça chambre pas mal, on rigole pas mal, et, mais toujours dans le respect. Et, et même au niveau des grands chefs. Bon, après, tu vois, c'est Et des à un fois moment, ça devient politique quand même, quoi. Enfin, c'est pas le même humour, ouais, je pense. non, franchement, enfin, quand tu travailles avec des colonels, des généraux, il y a pas de place pour la politique. On est là pour appliquer, tu Ouais. vois, le Ouais. militaire applique les ordres, hein. Mais on, on rigole à notre niveau, tu vois. Enfin, et des blagues des blagues d'officiers et tout, des fois c'est un peu plus raffiné, c'est un peu plus recherché et tout. Moi, j'aime beaucoup les contrepétries, tu vois, ça me fait délirer. Mm. Et, et voilà, mais non, c'est une bonne recette en fait. Ok. C'est une bonne recette pour diriger une équipe et sans se prendre au sérieux, quoi. Yes. Et un petit point, on n'en avait pas trop parlé en off, mais je pense que c'est intéressant, enfin, selon moi, et tu me diras ton avis, parce qu'en plus, au niveau de la hiérarchie, justement, tu vois, à l'époque peut-être de nos parents, par exemple, être chef, c'était une fin en soi, c'était un total accomplissement. Et en fait, là, maintenant, j'ai l'impression que dans notre génération, et à mon avis, c'est encore pire pour les prochains, pire ou mieux, je sais pas, mais c'est plutôt un objectif en soi d'être, par exemple, si, moi je dis toujours, si enfin, t'as mieux fait d'acheter un ou deux appartements rentables que d'essayer d'aller gratter 1 000 € d'augmentation sur ton boulot en étant le chef de tout le monde et en te prenant un peu toutes les balles. Enfin, si ton objectif, c'est. Après, il y a l'ego, il y a l'argent, il y a la famille, la vie, il y a plein de facettes.
Mais est-ce que donc voilà, moi par exemple, j'ai une activité principale qui me convient très bien, mais par exemple, je cherche pas enfin, je suis au niveau où en fait j'ai envie d'être dans cette activité. Après, du coup, j'ai développé l'IMO, les podcasts, tout ça, et j'ai un peu et c'est ok, j'ai un peu fait le deuil de, je sais pas si c'est un deuil, voilà, en me posant de façon objective, je me suis dit, aller plus loin dans ce métier, c'est renoncer à tellement de choses pour des gains qui sont faibles, en fait, et peut-être même ne plus faire ce que j'apprécie en ce moment, parce qu'au bout d'un moment, tu diriges peut-être plus de gens et tout ça, et en fait, ça a plus rien à voir avec ton métier. Et Hmm. comment ça se passe dans le domaine militaire? Est-ce que tout le monde va essayer de gagner des grades, d'être à un moment le chef de quelqu'un, ou il y a ou alors, enfin voilà, il y en a qui se contentent de là où ils sont pour essayer peut-être de faire quelque chose annexe, soit peut-être rester au même poste hiérarchique, mais changer je sais pas si on dit de section ou de groupe voilà. Est-ce que l'objectif de tout le monde, c'est monter. L'objectif, c'est rester ou alors diversifier. Comment tu vois un peu justement cette hiérarchie? Euh, je pense que c'est comme dans la société civile et c'est un peu ce que j'ai voulu dire dans le principe numéro 10, connais-toi toi-même. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a tellement de strates et de sous-strates que, en fait, tu commences. En fait, il y a trois grandes catégories, on va dire. Il y a les hommes du rang, donc les militaires du rang. Ensuite, tu passes un cap, donc sous-officier. Et après, au-dessus, tu as les officiers. Tu vois? Et donc, connais-toi toi-même, ça veut dire dans quelle strate tu te vois, quoi. Mhm. Et donc, tu peux monter, on va dire, du grade le plus bas de militaire du rang et finir caporal-chef, qui est le grade le plus haut des militaires du rang. Après, il y en a qui vont vouloir, qui ont le potentiel, ils commencent militaire du rang et puis ils vont dire, bah, moi, j'aimerais bien être sergent, sergent-chef, tu vois, adjudant, adjudant-chef, major. Et puis, il y en a qui vont vouloir encore taper un peu plus haut et devenir officier. Mais euh, je pense pas que tout le monde veut devenir. Enfin, tu vois, après, c'est des responsabilités, c'est des, comme tu dis, des problèmes différents. Chacun se positionne à l'endroit où il est le meilleur, tu vois. Et franchement, c'est pas donné à tout le monde d'être lieutenant, d'être capitaine, d'être commandant. Enfin, tu vois, c'est d'autres types d'emmerdes. Il faut des capacités intellectuelles, il faut des capacités à ronger son frein, à faire des trucs putain, que tu n'as pas forcément envie de faire. Donc, tu vois, par exemple, le major Gérald, il est major, ça veut dire il a atteint le plus haut grade des sous-officiers. Au-dessus, il n'y a rien, tu vois. Ok. Après, au-dessus, c'est le lieutenant. Et le lieutenant, c'est officier, c'est notre responsabilité. Donc, je pense que Major Gérald, je ne connais pas sa carrière, mais il a dû commencer peut-être homme du rang ou peut-être directement sous-officier, c'est-à-dire qu'il a gravi tous les échelons dans sa catégorie, tu vois. Mhm. Et donc, ben, voilà, il a choisi, je crois qu'il finira major et puis ça lui va très bien, tu vois. Euh, après, c'est chacun voit. Parce qu'après, quand tu es officier, bah, c'est une autre vie, tu vois. Tu as la mobilité fonctionnelle. C'est tous les 3 4 ans, on va te dire, bon, ben, tu es en poste à Strasbourg, ok, ensuite on va t'envoyer à Lille, ensuite on va t'envoyer outre-mer, ensuite tu reviens, tu vas aller à Ballard, au ministère des Armées, ensuite, enfin, tu ne t'appartiens plus, quoi. Tu as Mhm. beaucoup, enfin, tu, tu mets ta vie entre les mains de l'armée, elle décide pour toi, et voilà. Et plus tu montes, et plus c'est ça. Ouais. Et C'est marrant parce que plus tu as de pouvoir un peu sur les gens en dessous, moins tu en as en fait sur toi-même, quoi. C'est un peu le. en fait, plus tu es haut dans la hiérarchie, plus la laisse est courte, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est Ah, c'est c'est trop de, intéressant. c'est de voir à quelle longueur de laisse tu veux, Mhm. Et tu ça, vois. enfin, tu peux faire un peu le parallèle. Admettons que tu es salarié dans un métier, admettons qu'il te convienne moyennement. Tu sais, tu fais un peu le minimum vital. Bah, si par exemple, je sais pas, j'ai une bêtise, t'es comptable. Bon, Mm. voilà, tu fais ton métier de comptable.
demain, tu fais un peu moins que under expectation, tu vois, bah, au pire, tu es viré et tu retrouves un boulot. Alors que si tu es directeur financier d'une boîte de 500 personnes, bah, en fait, tu vas te mettre un mode de vie. Alors, je dis pas, ça dépend des gens, en fait, c'est ça exactement. Connais-toi toi-même, mais Ouais, tu vas te ouais, mettre, au bout d'un moment, ça va être dur d'y arriver. Une fois que tu y es, bah, tu vas vouloir quand même en tirer les fruits, même si on est un peu dans une période où le minimalisme, tout ça, c'est plutôt en vogue. Mais mine de rien, tu vas te mettre peut-être tu vas pas acheter une Porsche, mais tu vas aller en stage de yoga à Bali, je sais pas, qui va te coûter 3000 euros. Ou alors, tu vas acheter une maison et tout ça. Sauf que là, peut-être que dans ta région, il y a qu'une boîte c'est ça. qui a même de te fournir ce métier, quoi. Et donc, en fait, tu as l'impression que tu es le chef, mais c'est toujours ça, en fait. Tu es chef de qui? Et mine de rien, ouais. Ouais, je trouve, c'est une réflexion que j'ai mis du temps à avoir, mais tu Ouais, ouais, comprends que, en fait, plus tu exact. es haut, plus tu es sujet aux critiques des deux côtés, on peut te faire sauter, tout ça, et tu as moins de possibilités également, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, t'as plus la possibilité, t'as moins de choix en fait. Tu te dis oui amen en fait. T'as pas, Mm. ça fait partie de ton statut quoi. Ouais. Et ça me rappelle un épisode que j'avais fait il y a longtemps avec Bertrand. Lui, il achetait, il montait et il revendait des sites internet et il disait que il essayait de les vendre dans les 400 000 à 500 000 euros parce qu'après, au-dessus d'1 million, il commençait à avoir trop de banquiers, trop de KYC et tout ça, ou de due diligence, des gens qui vérifient ce qu'il fait vraiment de fond en comble, il commençait à avoir des financements. Et donc, en fait, toi, si tu as une boîte et on te dit, ouais, tu as le choix entre la vente 500 000 ou 2 millions, bah, la plupart des gens, instinctivement, ils vont dire 2 millions. Hmm. Ou si tu te dis, ouais, ma boîte, elle vaut 500, mais si je pousse un peu encore un an, elle vaudra peut-être 2 millions. Bah, en fait, ça va être tellement de problèmes différents que c'est des vraies questions à se poser en amont. Et souvent, en fait, on est confronté à la situation, on s'en rend pas compte, on te propose voilà, peut-être une augmentation, tu montes en grade et tout, et puis après, t'as pas. C'est ça. Tu te dis, Il y a, ah, il y a zut, en fait, le, je suis là. comment ça s'appelle? Il y a la loi qui dit que tu peux monter jusqu'à un seuil maximum de compétences, au-delà Ouais, et duquel après, c'est là où t'es nul, ouais. Je sais plus ouais, comment il. Ouais, ouais, c'est connu ça, c'est tu tout le vois. monde, en fait, monte dans la hiérarchie jusqu'à plus être assez bon pour son poste, et là, il y reste. Et heureusement, ça arrive pas à tout le monde en même temps, mais Ouais, parce que sinon, il n'y a c'est rien qui ça. fonctionnerait. Mais du coup, toi, t'es malheureux. Quand tu arrives là, bah, Bien t'es sûr, malheureux parce que t'es pas à bon poste, t'es pas dans ta zone de génie. Donc, exactement, exactement. yes. Ok. Alors après, un autre principe que j'avais mis, c'était la recherche de renseignements. Tiens, c'est un peu, autant on comprend bien l'intérêt dans les, bah, quand ta vie en dépend, enfin l'esprit militaire. Moi, c'est donc comme je te disais un peu en prélude, là j'ai passé des offres aujourd'hui où j'ai négocié plus ou moins selon les appartements et bah, j'ai été un peu voilà à la pêche aux infos. Notamment, bah, j'ai été sur des aspirateurs de sites pour voir depuis quand les biens sont en vente, pour savoir la marge qu'on peut avoir. J'ai refait mes calculs et tout ça, bien entendu. J'ai bien était dans les diagnostics. Les agents m'avaient menti comme souvent, hein, mais bon, Hmm. c'est aussi à toi de prendre ta responsabilité. Voilà, là, on retombe un peu dessus, quoi. Tu vas pas dire au locataire qui s'est pris un coup de jus. Ah non, mais l'agent IMO, quand il m'a vendu, il a dit que c'était bon les lecs. Enfin, voilà, oui. Ouais, ouais, c'est ça qui est dingue. Franchement, c'est pas pour casser du sucre sur le dos des agents, mais à 80, allez, 90% de ceux que j'ai vus, mais c'est des guignols en fait. Enfin, franchement, si, non, mais pour le coup, ils ont aucune responsabilité quoi. Ils te vendent un appart, ils y connaissent, à force, ils y connaissent moins que toi, tu vois. Les questions de toiture, les questions d'évacuation, tout à l'égout, les questions de savoir si tu peux faire de la location courte durée, de la superficie minimale des chambres, etc. Les mecs, ils n'y connaissent rien, ils te vendent des trucs à 100, 200 000 euros, et c'est que du verbal, et une fois que tu as signé, enfin, il faut être super, super prudent avec ces gens-là. Je trouve que c'est trop facile. En France, ils ont le pouvoir de vendre des appartements trop facilement, quoi. Moi, ça m'a toujours étonné, quoi.
Et toi, comment tu fais? Tu te sers du renseignement peut-être dans l'armée? Bon, on comprend bien si c'est la guerre que c'est Hmm. utile, mais est-ce que tu as des sortes de veille, tu vois, enfin, quand tu es un peu en état, pas en opération, ou même dans ta vie en général, c'est quoi la place un peu du renseignement? Bah, en termes militaires, on dit le renseignement, donc renseigner, hein, on a des terminologies militaires. Renseigner, c'est recueillir et transmettre des informations sur le terrain, sur l'environnement et sur l'adversaire. Donc, en fait, aucune opération militaire ne se fait sans renseignement. Tu es obligé, tu vois. Tu as des unités spécialisées en renseignement, par exemple, le 13e DP, des gars qui partent 2, 3 semaines en amont, ils vont s'enterrer 3 semaines, rester sous la terre avec des appareils photos, des jumelles. Ils observent le terrain, tu vois. Ils recueillent, ils font des écoutes téléphoniques, enfin, ils prennent tout ce qu'ils peuvent et transmettent ça au chef, au grand chef, tu vois, pour monter une opération. En fait, c'est une préparation minutieuse, tu recueilles le maximum pour éviter de te faire surprendre. Bon, euh, maintenant, dans tous les niveaux, on fait ça. Bien sûr, moi, je suis pas dans une unité spéciale, mais le saignement, ça veut, tu prends l'ambiance, tu arrives dans un nouvel endroit, tu prends la température, quoi. Tu vois si la population locale, comment elle est vis-à-vis des militaires, vis-à-vis des Français, favorable, défavorable, tu vois, ce genre de choses. Il y a aussi beaucoup maintenant, ce qui s'est développé, c'est l'OSINT, l'Open Source Intelligence. Donc, c'est le renseignement à partir de sources publiques. C'est utilisé par les militaires, mais aussi dans le secteur privé, dans le domaine de l'intelligence économique et tout. Enfin, maintenant, franchement, on a accès à des informations en open source. C'est terrible, quoi. Celui qui est un peu malin, il suffit d'avoir Google, Google, LinkedIn, les réseaux sociaux. Enfin, il y a énormément d'informations. Yes. Euh, Franchement, c'est parce que maintenant les gens ils ont la flemme mais déjà tu peux dégrossir pas mal le terrain. Enfin, combien de fois sur le Bon Coin, je me souviens, moi tu sais, quand tu cherches vraiment dans un secteur, dans une ville, Tu reconnais ouais, tout par la tu fenêtre. par la fenêtre, tu reconnais tout, hein. Ah oui, Hmm. la fenêtre, tu as un commerce en face. Ah bah tiens, cette fenêtre là, il y a hop, c'est divisé au-dessus, il y a des demi-lunes, des trucs. Ah ouais, bah, c'est dans telle rue, bah, je sais, tac. Et hop, tu vas directement, tu tapes à la porte, t'envoies une lettre. Bonjour, est-ce que c'est à vendre? Enfin, tu vois, il faut être proactif. Hmm. Voilà, ça sert dans tout, même quand tu prépares un entretien d'embauche. Tu sais, j'étais au Sénégal il y a pas longtemps et j'avais emmené avec moi Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donc, bon, déjà, tu laisses traîner ça sur ton transat. Les gens qui passent, ils se disent, mais putain, mais quel pauvre type. Ouais, Il parce y a que le pas. titre, bon, pour ceux qui ne connaissent Ouais, pas, c'est un livre référence hein, que j'ai lu, très très utile, que je devrais oui, d'ailleurs relire. Mais le titre, mais en fait, c'est marrant. Enfin, c'est d'un côté, oui, oui. voilà, Bah, il maintenant, reflète pas du tout le contenu du livre, mais exactement. En fait, c'est un mauvais titre. C'est un mauvais titre, mais le titre américain, il doit être mieux, tu vois. Et bref, mais il y a plein de trucs. En fait, quand tu lis sans attention, quand tu lis à la légère comme ça, tu dis, ouais, bon, c'est des banalités. Mais non, en fait, non. Tu t'intéresses aux gens. Ils disent, retenez le prénom de vos interlocuteurs. Intéressez-vous vraiment à eux, tu vois. Et après, bah, ça engage des conversations. Ah, bonjour Michel, comment ça va? La petite Juliette, ça se passe bien, c'est cours de gym et tout. Hop, hop, et tu parles et tu parles. Et voilà, et c'est comme ça que tu obtiens du renseignement et que tu obtiens des trucs que les autres n'obtiennent pas, quoi. yes, trop intéressant. Et c'est vrai que les livres, que vous lisiez un livre ou quelqu'un, moi souvent je parle aux gens dans le train et Hmm. je me rappelle avoir fait des super bonnes rencontres sur base des livres que les gens ils lisent, quoi. Je m'intéresse un peu aux livres, ils t'expliquent des choses. Enfin, il y a des podcasts qui existent juste là-dessus qui résument des livres, mais en fait, ça se trouve, tu peux parler à ton voisin et puis lui, il va t'expliquer. Puis après, ça en dit beaucoup sur la personne, hein, ce qu'il lit, ce qu'il a fait, tout ça. Donc, Ouais, ouais. et ouais, bah, tu vois, tu parlais des entretiens d'embauche. Typiquement, moi, j'avais passé un entretien d'embauche et j'avais eu le nom de la personne des ressources humaines qui serait là. Et en fait,
par exemple, je parle plus ou moins allemand, mais c'est pas parfait. Et Mm. elle, j'étais voir son LinkedIn, j'ai vu qu'elle avait habité genre 7 ans en Allemagne. Tu vois que c'était une Française, mais elle avait. Donc, du coup, tu sais très bien le ton que tu vas adopter. Tu vas pas dire. Alors que si c'est. Bah, nous, en Alsace, par exemple, on sait, bah, les gens du Sud, en général, ils parlent pas allemand. Donc là, tu peux un peu. T'as 9 chances sur 10 que si tu vois que la personne, elle a étudié à Valence, pour nous, c'est déjà le Sud, ouais, dans la Drôme, bah, elle parle Ouais, pas allemand. Donc, tu peux un peu, tu vois, t'arranger. Alors que si tu es super confiant, que tu dis que tu parles allemand et qu'en face, tu as quelqu'un qui a habité pendant 7 ans en Allemagne, tu vas. Et ça, c'était juste sur son LinkedIn. Je l'ai trouvé en 2 secondes. Et puis, c'était il y a un petit moment. Et maintenant, tu peux tout trouver, hein. J'ai vu des vidéos de personnes qui prennent des photos des gens dans la rue. Et de là, ils arrivent à remonter à leur LinkedIn super vite, en fait. mm, mm. Et après, ils vont les voir. Ils disent, ah ouais, j'étais avec toi en Erasmus, en Colombie et tout. Tu vois, faire des trucs comme ça, quoi. Ah non, c'est terrible, hein. Laisse Ouais, ouais, tomber la puissance du truc. Ok. bien sûr. Ok. Et bah pareil, hein, quand vous visitez, cherchez des infos, surtout quand les locataires ils sont là, c'est vraiment une bonne source d'infos. Souvent ils sont un peu aigris, ils aiment pas trop qu'on visite leur logement, donc soit ils vont vous dire le problème de l'appartement. Moi, ça m'a aidé plusieurs fois à ne pas faire d'offres et notamment j'avais failli passer à côté du fait que les avions passaient au-dessus du logement. J'ai l'impression que c'était Mm. loin, en fait, que l'aéroport était loin, mais en fait, heureusement, la locataire, elle m'a donné l'info et du coup, j'avais pas fait d'offre. Ouais, Euh, alors, on va encore faire deux, trois principes. Il y en avait un, ok. c'était sur l'économie de moyens. Ouais. Euh, donc, pour moi, pour moi, alors on dit que le temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Moi, au quotidien, je vois surtout que c'est mon énergie qui est souvent un peu Mm. liée. Et t'avais mis, j'aimais bien, c'était une citation, c'était quand les hélicoptères suffisent, on n'envoie pas les avions de chasse. Donc, Ouais, c'est pas de moi, hein, c'est ouais, Pierre de Villiers encore. Ouais, ouais. ouais, très bon. Donc, ouais, tu peux nous en dire un peu plus, ouais, comment quand tu es militaire, ça veut dire quoi Ouais, ne pas envoyer tout un l'économie des moyens, bataillon? Ouais, voilà, ça, comment. ça fait partie des trois derniers principes que j'ai mis, tu vois. Parce que en psychologie, j'ai essayé de mettre un peu aussi des enseignements que j'ai retenus de la psycho. En psychologie, tu as l'effet de primauté et l'effet de récence. C'est-à-dire que tu retiens les informations qu'on t'a données en premier. Donc, on va dire, tu vas retenir peut-être les deux, trois premiers principes. Et l'effet de récence, c'est les derniers principes que tu as lus. Donc, c'est pour ça que je les ai mis à la fin. Comme Et donc, ChatGPT, hein, c'est connu hein, il arrive pas trop à gérer les milieux du texte là en ah ce ouais, moment. Donc, tu vois, même lui. eh ben voilà, tu vois. Et donc, l'économie des moyens, c'est un des trois principes qui ont été dictés par Foch, le maréchal Foch, en début du XXe siècle. Et ces trois grands principes qui sont encore valables aujourd'hui et utilisés à tous les niveaux, tu vois, du soldat au général. Et le premier principe qu'on t'apprend en tant que chef de groupe, c'est de toujours te constituer une réserve dans l'économie des moyens. L'économie des moyens, c'est quoi? C'est le fait d'engager le juste volume de force nécessaire à l'accomplissement de la mission. Ça veut dire que euh, il faut pas cramer tous tes gars, parce que surtout chez nous, une mission, tu sais jamais combien de temps ça va durer. Ça se trouve, on va te dire bon les gars, il faut tenir tel point pendant 24 heures. Et en fait, les 24 heures, ils vont se transformer en 72 heures, en une semaine, en 2 semaines. Donc, dès le départ, on va constituer une réserve, tu vois. Même si on est 8, on va pas mettre les 8. Voilà, dès le départ, on va effectuer des tours de garde. On va mettre un roulement en place. On prévoit tout de suite le repos, le reconditionnement. C'est très important, ça. Parce que si tout le monde est cramé, on va pas pouvoir tenir longtemps et on sera inefficace, tu vois. Et donc, il faut toujours faire un roulement. Et donc, ça, c'est valable pour donc l'économie des moyens, c'est l'économie des moyens humains, l'économie des moyens matériels, tu vois, et l'économie, bien évidemment, après, si on développe dans le domaine quotidien, c'est l'économie du temps et de l'argent, tu vois. Hmm. Euh, voilà, et au niveau individuel aussi, c'est très important. Ça veut dire que
il faut aussi, nous, se constituer une réserve. C'est-à-dire que il faut durer, quoi. Il faut faire une réserve stratégique de temps, d'énergie et d'argent. Enfin, on le sait très bien en tant qu'investisseur. Euh, faut toujours avoir un apport. C'est mieux, tu vois. Et quand tu arrives à la banque avec 10, 15 000 euros, tu vois, ça passe beaucoup mieux. Et voilà, et c'est ça Et l'économie des moyens. yes. Et quand tu es investisseur, c'est un peu pareil. Je vois tu vois, un moment dont je me rappelle bien de 2023, c'est quand je pense que j'avais fait des podcasts, travaillé plein de trucs. Et à 22 heures, je reçois, alors que j'étais vraiment cramé, je reçois un Mm. message du concierge d'un immeuble qui me dit la police vient de péter la porte et la fenêtre de votre appart pour sortir les occupants qui faisaient trop de bordel. Et, euh, et j'étais pas prêt, hein, j'étais pas prêt. J'avais mal au crâne, il était déjà beaucoup trop tard. Donc, la plupart du temps, j'arrive assez bien à gérer mon IMO, notamment en déléguant et tout ça. Mais là, j'avoue que j'étais vraiment dans le dur. Et après, tu peux avoir ça, bah, effectivement, si tu vas sur des trop gros projets, si tu fais, bah, il y a Florent là que je connais un peu, qui est passé sur mon podcast, qui s'appelle Un investisseur sur les réseaux. Lui, il s'est mis une deadline là au 1er février. J'ai écouté dans un de ses podcasts, il a dit, j'arrête de faire les trucs moi parce que sinon, en fait, il s'est vraiment cramé. Je les suivais et tout. Il a dit, mais sinon, t'arrêtes jamais et puis tu finis au bout du bout, quoi. Donc, il y a un moment, effectivement, faut Exactement. pas, ouais, voilà, faut pas. C'est un peu comme l'histoire des chefs, tu vois. Je pense qu'il y a un peu la culture populaire, les films et tout, tu sais, aller au bout, over-deliver, tout ça, faire mieux que ce qu'on te demande, tout ça. Mais il y a un moment, la vie, ouais, c'est long et c'est court à la fois, quoi. Bien sûr, bien Ça sûr. Non, passe non, vite, non. mais faut En essayer fait, de En continuer. fait, c'est pour ça, je voulais expliquer dans le livre, déconstruire un peu certains stéréotypes et tout. Et c'est vrai que quand tu vois les films de guerre, c'est toujours des scènes de fous, des actions de combat, machin. Mais dans la réalité, heureusement, c'est pas comme ça. Tu vois, la plupart du temps, c'est de la préparation, c'est des missions qui se passent calmement. Tu vois. Euh, mais c'est sûr que des fois, quand on dit toujours le terrain, c'est le terrain qui commande. Quand il faut tenir le terrain, quand il faut engager pendant longtemps et tout, on va y aller, tu vois. Mais on sait que c'est exceptionnel. De toute façon, Voilà, faut que ce soit exceptionnel. En fait, bah, c'est bien ça. sûr, Voilà. il faut que ça Moi, soit le jour-là, exceptionnel. ça m'est arrivé, je m'en souviens. C'était pas 30 fois où ça m'est arrivé. Bon, et bien sûr, c'est à complètement une autre échelle, mais il faut que ça reste exceptionnel. Et ben peut-être, je pense que ce serait le dernier point qu'on pourrait aborder ensemble. C'est donc, tu as la citation bien connue qui veut la paix, prépare la guerre. Exact. Euh, Peut-être tu pourrais nous dire, enfin, faire une sorte de mélange d'anticipation. Qu'est-ce que tu cherches à anticiper quand tu es militaire dans ta vie? Et puis un peu la planification, parce que souvent, voilà, c'est pareil. Ouais, là, j'étais dans les travaux et tout. Enfin, par exemple, moi, j'estime que j'arrive assez bien à anticiper. Du coup, des travaux, par exemple, j'en ai fait très, très peu moi-même, parce que j'avais anticipé l'argent bien acheté. Et, Hmm. et aussi, il faut dire, mon inexpérience totale dans le enfin, voilà, j'ai ni le temps, ni l'énergie, ni les ressources, ni géographiquement, je peux pas être sur le coup. Et je pense que c'est important d'avoir. Et tu vois, pour moi, c'est pareil, c'est un non-choix. En fait, si j'achetais un bien avec des travaux, je ne ferais pas les travaux. Donc, Hmm. peut-être sur la clarté, voilà, l'anticipation, tu peux nous en dire un peu plus quand t'es militaire. Et puis, bah voilà, tu as 39 ans, tu as des enfants. Qu'est-ce que tu anticipes? Qu'est-ce que tu n'anticipes pas? Euh, Hmm. on Exact. a bien compris qu'il faut être mobile sur la fin, mais c'est toujours. Tu peux plus changer le gros cap, quoi. Une fois que t'es dans le dur, tu peux faire de ton mieux dans le feu de l'action, quoi. Mais souvent, vaut mieux bien préparer avant, quoi, Exactement. Tu vois, le bouquin, c'est dans la troisième partie, ce que j'ai appelé stratégie et tactique. Donc là, c'est franchement, c'est pas du niveau d'un sous-officier, mais j'ai voulu parler de ça. Là, on est vraiment la planification, tout ça, c'est au niveau stratégique. Ça veut dire que c'est au niveau des états-majors, tu vois, en liaison avec le politique. Mais quand même, on peut retenir des principes quand même qui sont applicables, tu vois.
On dit souvent l'erreur numéro 1 pour un chef, c'est de manquer de discernement. Et l'erreur numéro 2, c'est de se faire surprendre. Les militaires, ils détestent se faire surprendre, tu vois. C'est pour ça qu'on fait du renseignement, c'est pour ça qu'on essaie de préparer, etc. Et donc, eh ben, la préparation, nous, chez les militaires, on distingue dans la préparation, il y a la planification. On va planifier à horizon assez court, tu vois, 6 mois. Donc là, c'est toutes les unités qu'on va envoyer. En gros, le schéma, il est déjà fait et puis on déroule. On déroule le schéma sur 6 mois, les relèves, etc. L'anticipation, c'est horizon de 2 à 3 ans. Tu vois, comment, c'est la formation, le recrutement, le matériel, comment renouveler, etc. Et après, il y a la prospective. La prospective, c'est des scénarios qu'on va penser à horizon 30 ans, tu vois. Euh, voilà, donc les militaires, on n'y pense pas, mais ça, c'est le boulot des grands chefs de préparer l'avenir, tu vois, d'essayer de pas se faire surprendre. Le, comment dire, le climat actuel, il est assez tendu, tu vois, avec la guerre en Ukraine. Donc, tout ça, ils le prennent en compte, tu vois. Euh, et en fait, les détracteurs de ça, ils nous disent souvent, il y a une citation qui dit le plan est la première victime de la guerre. Ou bien ils reprennent la citation de Mike Tyson, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se Jusqu'à prenne prendre un coup de poing dans le. dans la tête. Ouais, mais ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas planifier. Il faut rien planifier, on y va comme ça. Et non, jamais de la vie. En fait, faut planifier le maximum, faut penser le maximum, préparer le maximum de ce que tu peux, parce que tu sais que de toute façon, tu auras des imprévus à gérer. C'est comme quand tu fais un chantier, tu vois. Euh, quand nous on a fait deux grosses rénovations de maison, tu vois, en gros tu casses tout, tu refais tout. Donc là, bah tu prévois tout le maximum, tu vois, tu fais passer un architecte et puis parce qu'il y a des trucs que tu pourras pas bouger, les évacuations, les arrivées d'eau, la gaine technique. Euh, il faut penser la bonne superficie des pièces, l'escalier, les quarts de tour, les trucs. Enfin voilà. Et après, bien évidemment, sur le chantier, bah, tu gères la différence entre ce qui est planifié sur le plan et puis le réel. Il y a toujours quelques centimètres, quelques trucs à faire et tu t'adaptes. Mais si tu fais pas ça, t'es mort. Tu vois. Et dans la vie, c'est pareil. Il y a des gens qui planifient rien, qui pensent rien, qui vivent toute leur vie sans rien prévoir. Et malheureusement, bah, en fait, bah, il y en a d'autres qui se chargent de prévoir pour eux. T'inquiète pas. Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'était surtout ça, quoi. C'était prévoir tout ce que tu peux prévoir. Et, et les podcasts que tu fais, tout ça, ça contribue à tout ça, en fait. Tu sais, après, c'est des habitudes, c'est une discipline que tu mets en place. Maintenant, quand tu es en voiture, franchement, quand je suis en voiture, mais plus jamais j'écoute la radio. C'est Mhm. insupportable, la radio. T'apprends rien, en fait. T'apprends rien, ça te fait Ouais, puis peur. c'est hyper court-termiste en fait. Ça fait Ah peur et ouais, c'est court-termiste. ah oui. Tandis que là, tu te mets un bon podcast, ça dure 1 heure. Et franchement, déjà, bah, tu vois pas le temps passer. T'as fait 100 bornes, putain, génial. Tu remets un autre podcast, tac, et t'apprends des choses. Et enfin, voilà, c'est comme ça que je vois les choses, moi, hein. Yes. Bah écoute, je pense que c'est un bon moyen de clôturer. En plus, à mon avis, on est à 1 heure de podcast. Donc, si vous n'avez pas de Super. plan, quelqu'un en aura un pour vous. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Donc, si on veut te retrouver, donc ton livre Full Metal Mindset sur Amazon, donc Angus Barbet. Ouais. Et sinon, on peut te contacter sur Insta. C'est Sur ça? Instagram, Angus Barbet, ouais, 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 pareil. Ok. Avec un espace, un point entre. Je demande toujours parce que c'est toujours Euh, compliqué de. Instagram, franchement, si vous tapez Angus Barbet, vous allez tomber sur moi. Vous allez dessus. Il y en a pas 36. Ouais, ouais. Yes. Et puis, de toute façon, je te taguerai tu seras tagué sur l'épisode. Bah, écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Plein de ventes de livres, bien entendu, mais surtout, voilà, une vie bien planifiée, un plan
qui se déroule sans accroc, comme il dit dans l'agence Tourisque. Exact. Donc voilà. Bah, écoute, à très bientôt. Et puis, bah, on se croisera probablement. On se croisera en région parisienne quand Ouais, ouais, ouais. je Franchement, passerai vous voir. si tu passes sur Paris, fais-moi signe. Et merci beaucoup, Thibaut. Merci, hein. Bah, ce fut un plaisir. À très bientôt. Bye bye. Et voilà, l'épisode s'achève. J'espère que vous en aurez tiré des leçons. N'hésitez pas à acheter le livre. Franchement, les livres, c'est quand même le meilleur moyen et le moins cher d'acquérir de la compétence et d'accéder au cerveau de quelqu'un. Écrire un livre, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Moi qui en ai écrit 2, qui sont pas non plus, qui sont des guides pratiques vraiment sur l'investissement immobilier, et ben, ça m'a pris à chaque fois presque un bon mois, un temps plein, alors que quand vous les voyez, ils ont l'air assez peu épais, mais le but c'était vraiment pour moi de faire un guide, aller droit au but et pas de vous vendre une histoire, mais de vous vendre des résultats plutôt, on va dire, enfin de vous permettre d'obtenir des gros résultats. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Félicitations Angus pour le projet, félicitations d'avoir pu rencontrer le chef d'état-major des armées. Et je vous le rappelle, donc si vous voulez soit accéder au podcast privé, sans engagement bien entendu, au prix de Netflix, vous commencez, vous arrêtez quand vous voulez, grosbillet.com, vous avez le lien sur mon site grosbillet.com. Si vous voulez faire comme les derniers membres là, qui ont pu faire des grosses négos, donc bien sûr on parle pas de 100 ou 200 euros, hein, mais au moins de 10 000 euros, ça dépend des projets, hein. Il y en a qui ont réussi à monter. Je crois que les records que j'ai, c'est quasiment du 65 000 euros qu'on m'a rapporté en tout cas, et tout le monde ne me le rapporte pas. Forcément, eh ben, vous allez sur mon site, grosbillet.com également. Voilà, vous avez tous les liens. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez, il y a d'autres formations sur la bourse, sur changer de vie grâce au podcast et sur faire de l'argent avec sa résidence principale. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous avais annoncé en fait la semaine dernière que on ferait un épisode cette semaine sur l'assurance. En fait, ce sera la semaine prochaine. Je trouvais que c'était plus intéressant. Voilà, pour le 8 mai, le petit clin d'œil militaire entre guillemets de lancer l'épisode avec Angus. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets et pensez à profiter de la vie, hein, pendant ce pont, pour ceux qui le prennent. À très bientôt. Bye bye.